Alors, sans insister davantage, il me faut d'abord avouer le caractère tout personnel et subjectif du choix du sujet de cette journée d'études. Parfois, ma lecture des textes peut en paraître détournée aux yeux d'autrui, voire pervertie. Je me souviens par exemple de l'air ahuri du regretté Claude Lebedel, notre ancien vice-président, me lançant « Comment vous riez quand vous lisez Saint-Simon ?» Bien que sincèrement pénétré de l'incongruité si surprenante, peut-être déplacée de ma démarche, il y a plus de 20 ans, j'avais soumis à la revue XVIIIe siècle un travail sur ce sujet précis, dans le cadre d'un numéro sur le rire au siècle des Lumières, dirigé par Lise Andriès, laquelle le refusa, ce qui m'attira, en manière de consolation, un mot goguenard du non moins regretté Roland Desnay, me confiant que de toutes les contributions proposées, ça avait été la seule qui l'avait fait rire. Je reviendrai là-dessus. De là à considérer Saint-Simon comme un auteur comique, la distance est évidemment longue et problématique à parcourir. L'œuvre de notre duc et père préféré se réclame tout de même de l'autorité de Clio, déesse réputée sérieuse, impassible, et l'impression globale qui en est demeurée aux yeux de la postérité, et particulièrement de la tradition critique, est généralement sombre, tragique, fataliste, qui explique et semble justifier l'interpellation sceptique de l'ami Lebedel. Bien entendu que l'occasion ne s'en présente pas à chaque page des mémoires et autres textes de Saint-Simon. Il y a cependant longtemps que l'animal Farbe, qui nous a quittés récemment, a pointé chez lui ce qu'elle a appelé le rire de l'historien, tout comme elle le trouvait chez Pierre Bel, dont va nous entretenir en Lorenzo Bianchi. Il y a mieux, si on peut dire, naguère encore. Le sujet qui va nous occuper aujourd'hui a paru à Grégory Gicquio suffisamment pertinent et d'importance pour être choisi en vue d'un mémoire de doctorat d'État, et à Patrick Dandré, ici présent, pour accepter de le diriger. Sans trop verser dans le jeu de mots facile, le rire de Saint-Simon, enfin, était pris au sérieux. Bien des années après, de par le retrait de Grégory Gicquio, une vacance s'était fait deviner, puis fut confirmée, que notre journée va tenter de remplir, au moins en partie, avec le regret sincère de ne pouvoir profiter de pages qui furent effectivement écrites et dont notre ami et président de séance devrait pouvoir nous dire tout l'intérêt et tout le talent. On se doute qu'a priori, il est difficile de repérer les moments joyeux dans la vie de ce fils unique que fut Louis William de Chartres. Et cela dès son jeune âge, ceux passés avec Charles, comte d'Aubigné, ce répertoire vivant de souvenirs désopilants du temps où sa sœur Françoise était encore Madame Scarron. J'ai entendu tout cela plusieurs fois, surtout chez mon père, où il venait plus souvent qu'il ne désirait, et dînait aussi. Et je riais souvent sous cape de l'embarras extrême de mon père et de ma mère, qui fort souvent ne savaient où se mettre. Souvenir personnel plus précis. Cette fois-ci, voici une scène. Transportons-nous ensemble au 5 juin 1690, où Louis venait de représenter son père, le duc Claude, dans l'abbatiale de Saint-Denis, aux funérailles solennelles de la dauphine née Bavière et belle-fille du roi. Il tira de cette cérémonie une relation d'historiographe impétrant, dont je ne retiendrai que ce passage de prime abord déplacé. Là-dessus, il s'éleva une dispute entre les aumôniers et les moines, les uns et les autres voulant avoir l'argent attaché au cierge et recevoir le dit cierge des mains de l'évêque de Meaux, et la dispute s'échauffa tellement que ces gens pensèrent se battre et rompirent le cierge à 2 ou 3 endroits pour avoir l'argent y attaché, tellement que dans ce débat, la mitre de l'évêque de Glandève tourna dessus sa tête et fut tombée si ce prélat n'y eût porté les mains.
L'incident éclata donc en plein rituel funèbre et royal, bien évidemment scandaleux au regard d'une conscience chrétienne, ou du moins respectueuse des convenances et de l'instant. Aussi n'a-t-il suscité aucun écho dans la Gazette de France, dans le Mercure galant, ni dans la relation demeurée inédite de Nicolas Cinto, le grand maître des cérémonies. Notre vidame de 15 ans, bien au contraire, l'enregistre, n'ayant pas, il est vrai, l'intention de le publier. Il le fait consciencieusement. Il abonde dans la précision et réussit à capter au vol et à retenir le détail furtif, le détail qui tue, comme on dit, de cette malencontreuse mitre bousculée et probablement atterrée de guingois sur le crâne de son digne possesseur. Il y a chance ici pour que le rire éclate et gagne le lecteur. Cette acuité de l'œil, ce bonheur de formule humoristique, encore maladroit ici, Saint-Simon est déjà là, n'en doutons pas. Tandis que de son côté, la belle-sœur du roi, Madame Palatine, actrice de la scène, s'en souviendra une trentaine d'années plus tard, autre témoin sur le vif, complice, sans le savoir, d'un jeune garçon ayant siégé là-haut dans la tribune, et à son tour, témoin de plume. Alors, me demandera-t-on, allons-nous devoir arpenter tout le Saint-Simon accessible aux fins d'y débusquer des passages de se dilater la rate? Ma réponse est oui. Et qu'il faudra s'armer de patience, car ces passages sont nombreux, qui requièrent une attention vigilante aux moindres détails qui pourraient nous échapper. Bien sûr que les mémoires, pour ne s'en tenir qu'à eux, semblent essentiellement procéder par de grands récits, de grandes scènes et de portraits essentiellement concentrés sur les milieux de la cour et du grand monde, où les modes de comportement n'ont pas prévu des occasions d'hilarité. Mais ils accueillent aussi bien les anecdotes ou les détails par où peuvent précisément s'insinuer ces occasions-là, d'autant plus aisément que le mode d'écriture du témoin et narrateur historien fait volontiers voir les êtres et les choses de près, de manière charnelle, crue et imprévue, où souvent le sérieux ne résiste pas. J'aperçois devant moi, tout contre, un petit homme trapu, mal bâti, avec un habit grossier sang de bœuf, les boutons du même drap, les cheveux verts et gras qui battaient les épaules, de gros pieds plats et des bas gris de porteur de chaise. Je ne le voyais que par derrière, et je ne doutais pas un moment que ce ne fût le porteur de bois de cet appartement. Il vint à tourner la tête et me montra un gros visage rouge, bourgeonné, à grosses lèvres et à nez épaté. Mais ses cheveux se dérangèrent par ce mouvement et me laissèrent apercevoir un collier de la toison. Cette vue me surprit à tel point que je m'écriai tout haut « Ah mon Dieu, qu'est-ce que cela ?» Le duc de Lyria, qui était derrière moi, jeta les mains à l'instant sur mes épaules et me dit « Taisez-vous, c'est mon oncle. » On le voit bien. Saint-Simon sait, d'une part, prendre ses distances, ménager de l'autre ses effets pour faire rire en racontant. Le talent de plume est indispensable pour obtenir un effet irrésistible et libérateur. Au surplus, lui-même parvient à se mettre comiquement en question. Cette veine, cette réussite sont dans ses écrits portés à notre attention, offerts à notre entière disposition, et devraient nous inspirer de beaux sujets d'étude, correspondances comprises. Ainsi, haute citation, « Le cardinal se porte comme un pinson et dit la messe tant qu'on veut. » Voilà toute la nouvelle. C'est le Premier ministre Fleury qui est ici évoqué en post-scriptum de lettres année 1740. En revanche, hélas, le drôle et brillant hôte de table, vanté un jour de juin 1735 par Lord Berkeley à l'intention de Montesquieu, s'apprêtant à séjourner une seconde fois à la Ferté-Vidame, nous échappe à jamais. C'est dans les mémoires donc ample matière comique à savourer comme à interroger de près, scènes, propos et portraits, où je me contenterai de puiser de rappeler la sorte de comédie humaine que notre auteur excelle à faire revivre. Ainsi, ce pauvre duc d'Albuquerque qu'on vient de rencontrer, y rejoint-il une cohorte de personnages diversement burlesques dont la liste doit vous être épargnée, tant elle n'en finit pas. On rencontre aussi, dans les mémoires, force diseurs et auteurs d'histoires drôles, de bons mots ou de rosseries. Une liste en a été dressée récemment par Marc Hersan, que nous écouterons tout à l'heure, à quoi j'ajouterai le médecin et ami Raymond Finot. On en rencontre d'autres, spécialisés dans les tours malicieux frôlant parfois la méchanceté, pensons au beau-frère Lauzun,
ou encore un certain nombre d'auteurs de chansons espiègles ou satiriques tels Delicourt, Fiesque, Barbançon, Les Filles du Roi. Ces pièces fugitives, Saint-Simon possédait justement dans ses archives en 6 tomes manuscrits, aujourd'hui disparus, alors que de son côté, Madame Palatine en avait reçu de sa bonne cousine, Mademoiselle, et estimait que cela pouvait servir à écrire une histoire de la France. C'est vrai qu'à lire Saint-Simon, on rit souvent et à cœur joie à la cour comme à la ville, un rire aristocratique parfois, condescendant et railleur que partage souvent notre mémorialiste. Le rire du roi n'est surtout pas oublié par le mémorialiste dont va nous entretenir Nicolas Garotté. Mais il est aussi chez lui un rire participant en plein de la joie populaire et à ne pas négliger. Cependant, de fréquentes fois, par sentence, en contrepoint, il fait entendre des rappels à l'ordre de la bienséance, de la gravité, du respect, de la charité chrétienne, etc., tout en manifestant la profonde conscience qu'il éprouve du caractère irrépressible et presque automatique du rire. C'est que cela, le plus souvent, surprend, dérange ou choque. Pour fournir un exemple, la mort de Dangeau, année 1720 des mémoires, donne occasion de reprendre, en le développant, un incident de table déjà raconté année 1706. Je fus brouillé avec lui longtemps pour un fou rire qui partit malgré moi et que j'ai eu lieu de croire qu'il ne m'a jamais bien pardonné. Il faisait magnifiquement les honneurs de la cour où sa maison et sa table tous les jours, grande et bonne, étaient ouvertes à tous les étrangers de considération. Il m'avait prié à dîner. Plusieurs ambassadeurs et étrangers s'y trouvèrent et le maréchal de Villeroy, qui était fort de ses amis et chez qui sa noce s'était faite. Il fit peu à peu tomber la conversation sur le gouvernement et les gouverneurs de province. Puis, se balançant avec complaisance, se mit à dire à la compagnie « Il faut dire la vérité, de nous tous autres gouverneurs de province, il n'y a que monsieur le maréchal, en regardant Villeroy, qui soit demeuré maître de la sienne. » Les yeux de Madame de Dangeau et les miens se rencontrèrent dans cet instant. Elle sourit, et moi je fis pis, quelque effort que je puisse faire, car il était bonhomme, et je ne voulais pas le fâcher. Mais cette fatuité fut plus forte que moi. Car il arrive que bien souvent le diable s'en mêle. Mais Saint-Simon ne paraît pas songer à en tirer de commentaires moraux ni à de développer. Il paraît se contenter d'enregistrer et de rendre compte, appartenant probablement à une époque où le rire apparemment ne fait pas encore ou fréquemment l'objet d'examens sérieux et critiques, notamment à partir de notions abstraites qu'il faut d'abord définir, comme par exemple le persiflage, le ridicule, etc. Le long passage des mémoires touchant la réception à l'Académie française de l'évêque de Noyon par l'abbé de Commartin, où celui-ci se livra précisément à un exercice de persiflage répondant à la définition qu'en a donnée jadis Élisabeth Bourguignon, ainsi que le succès mondain que conclut un exil royal, mériterait bien des explications et des méditations que, justement, l'auteur ne nous donne pas. C'est dire ici mon impatience d'écouter à ce sujet Marc Hersan. Or, tel est bien le dessein précis qu'ont observé et accompli une à une les contributions du numéro 32 de XVIIIe siècle, paru l'an 2000, et par quoi l'impression générale de sérieux, d'ennuyeux même, qui en émane, s'explique, comme si le rire était à présent reconnu comme un fait de civilisation qui a conduit à définir, à disserter, à légiférer ou censurer pendant qu'on y était. Récemment encore, j'ai eu l'occasion d'entendre Didier Massot faisant connaître d'intéressantes analyses de Caraccioli sur ce sujet. L'impression donc qu'il me semble permis d'en tirer avec la caution de feu Roland Desnay est qu'au siècle des Lumières, on devait moins rire dans les hautes sphères où on pensait, alors que notre Saint-Simon, s'il fut parfois philosophe, ne le fut pas dans ce sens-là. Tout s'explique comme on voit. Pour finir, osons tout de même l'indicible. L'exemple peu connu que je vais citer tout du long relève de l'énormité, de l'étrange, selon l'expression de notre auteur, autrement dit du scandaleux. Il est fourni par l'addition au journal du marquis de Dangeau à la date du 20 avril 1698 à propos de l'oncle du maréchal de Tessé qui vient de mourir. Cet abbé de Froulet était prêtre, comte de Lyon, bonhomme qui ne manquait ni d'esprit ni de savoir, mais tout à fait extraordinaire et un des plus prodigieux mangeurs de France jusqu'à sa mort, sans excès pour lui ni ivrognerie. Il allait toujours à pied par choix,
Et il y avait des chambres, des chemises par tous les quartiers de Paris pour changer quand il en avait besoin, car il suait largement et était grand et gros. Tout l'été, il allait sans culotte avec sa soutane. Un enfant de chœur, qu'il ait découvert dans une église où il disait assez souvent la messe, eut la malice, en l'habillant à la sacristie, de lui attacher avec une épingle le bas de son aube avec sa soutane et le bout de sa chemise, puis au lever Dieu de lever bien haut la chasuble et l'aube, tellement qu'il présenta son derrière en plein tout nu à la compagnie. Le lieu de le faire, le temps encore plus, fut étrange, et l'éclat de rire aussi universel que la surprise. Le mélange est détonnant de cette existence ecclésiastique et puissamment charnelle à la fois qu'une espièglerie d'enfants complices va faire exploser au temps de l'élévation, tant éminemment sacrée, ici joyeusement bafouée, sans excuse ni explication, à croire que le chroniqueur avait simplement cédé au plaisir de conter. Le rire est ici fortement solidaire de la transgression puisant des sensations en dessous de la ceinture. Et cependant, la mort du personnage n'est pas mentionnée dans le passage de mémoire, où elle aurait dû l'être, le texte de l'édition laissé en plan, suggérant peut-être jusqu'où il est possible d'aller trop loin. Saint-Simon accepte le rire qui, en quelque part, doit lui faire du bien tout en demeurant l'authentique chrétien que nous connaissons, et aussi inquiet qu'un Richard Simon qu'il qualifie ainsi. En cette journée, et suivant une habitude acquise, nous avons aussi, pour ainsi dire, convoqué La Bruyère, Belle, Fontenelle, qui ont fourni de possibles lectures à Saint-Simon. Nous aimons ici donner lieu à dresser des parallèles et des comparaisons chez les auteurs susceptibles d'enrichir et d'approfondir notre présent sujet de réflexion. Et les réponses positives à notre invitation, la participation de Pierre Ronzeau, de Lorenzo Bianchi, de Claudine Poulouin indiquent que cela se justifiait. Merci à eux, merci à tous les intervenants de la journée. Merci aux deux présidents de séance, Claire Callia et Patrick Dandré, d'être là, qui nous faut honneur. Toute notre reconnaissance va au centre de recherche du château de Versailles et ici même, Alexandre Maral et Mathieu Davignat, nous ouvrons cet auditorium et ces salles, toutes précautions prises comme il se doit. Grâce à eux, on se sent apprécié et encouragé. Et je n'oublierai pas cette belle assistance attentive et stimulante. Merci.